Monsieur Le Gallou, pourquoi vous êtes rendu à cette université? Eh bien parce que j'y ai été invité, c'est une première raison. Et ce qui m'a été demandé, c'est d'évoquer la mémoire de Dominique Vénère et le sens de son geste sacrificiel qui a beaucoup frappé, je crois, les amis italiens de Casapound, puisque dans les heures qui ont suivi son geste sacrificiel, ils avaient collé dans beaucoup de villes d'Italie des affiches honneur à Dominique Vénère. Étonnant soldat, tombé en temps de paix, pour nous rappeler que ce sont les valeurs guerrières qui assurent la permanence des périodes de paix et la survie des sociétés. Tout en protégeant les bonheurs particuliers, selon l'alliance éternelle des valeurs féminines et des valeurs masculines. Étonnant soldat, tombé au moment où la dirigeante d'une grande nation européenne, Angela Merkel, se flatte de vivre dans un pays sans héros depuis 70 ans. Pauvre Angela, nous nous honorons d'avoir connu un héros de notre temps. Comment expliquez-vous justement cet hommage national qui a été rendu en Italie, alors qu'en France finalement, il n'y a pas eu d'effet du même genre dans les milieux militants en France? Parce que l'Italie a ses particularités, elle a sa forme elle a un mouvement particulier qui est Casapound, et donc qui a choisi de s'exprimer ainsi. Mais je pense que le geste de Dominique Vénère a beaucoup frappé les hommes et les femmes qui sont engagés en France dans la défense de notre identité française et européenne. Est-ce que vous vous intéressez aux activités de Casapound depuis longtemps, et qu'est-ce qui vous intéresse chez eux? Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est effectivement le côté mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une action politique au sens classique du terme, c'est un mouvement qui réunit des associations culturelles, des associations sportives, et qui donc vise à faire agir les gens ensemble et à leur donner une culture, une manière de vivre commune. C'est pas simplement une action politique, encore moins une action électorale au sens strict du terme. Je crois que c'est un mouvement beaucoup plus vaste, un mouvement culturel, un mouvement de société. C'est vraiment une démarche gramsciiste d'action. Justement, sur cette idée gramsciiste, qu'est-ce que pourraient être les pistes pour une nouvelle métapolitique en France Écoutez, je crois que si on résume la situation française et la situation européenne de manière plus générale, c'est deux mots qui peuvent résumer cette situation. C'est grand remplacement des populations par des populations venues d'ailleurs, et grand effacement par la négation de notre histoire, la négation de notre culture. C'est ça qui est le drame des pays européens dans leur ensemble, parce que, je veux dire, de la Finlande à la Grèce, c'est le même phénomène qu'on observe. Et la réponse à cela, c'est le retour à la mémoire. Retrouver la longue mémoire européenne, parce que si on retrouve la longue mémoire européenne, eh bien, si l'esprit se souvient, le peuple se maintient. Voilà. Et donc, il faut retrouver la longue mémoire européenne, retrouver la longue histoire européenne, et cela concerne l'ensemble des nations européennes. Le grand remplacement de la population européenne par des populations venues d'ailleurs, en particulier d'Afrique et du monde musulman. Ce mouvement de remplacement est aujourd'hui si rapide qu'il exige une réaction urgente de notre part, et j'ose le dire, radicale. Ce n'est pas un ajustement marginal de nos lois,
qui changera quoi que ce soit. C'est une rupture complète avec l'idéologie qui nous est imposée et les instruments juridiques liberticides et identicides qu'elle met en place. Il nous faut refuser l'autogénocide par substitution. Ce combat politique-là va évidemment bien au-delà des minables alternances que les partis politiques du système nous proposent avec la complicité des médias, de l'oligarchie. C'était le message d'ailleurs de Dominique Vénère. Le message central de Dominique Vénère, c'est qu'il faut retrouver notre mémoire, retrouver la mémoire européenne. Mais Dominique Vénère, justement, dans ses derniers écrits, souvent, notamment dans le choc de l'histoire, était assez critique sur la politique, finalement. Enfin, il disait que finalement, et il disait que beaucoup de militants idéalistes faisaient la confusion presque entre le religieux et le politique. Et il appelait à créer quelque chose, de nouvelles formes d'engagement peut-être plus civilisationnelles. Il était effectivement plus attaché à la mystique qu'à la politique. Et ce qui lui paraissait effectivement essentiel, c'était l'engagement civilisationnel, c'était retrouver la culture européenne, retrouver la mémoire européenne et se replonger dans nos trésors, dans tout ce qui exprime la façon de voir le monde des Européens. Et pour lui, ce qui restait indépassable, c'était Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Mais l'Iliade et l'Odyssée, c'est ce qu'ont exprimé les Grecs, mais on peut aussi trouver dans les légendes celtiques, dans les légendes arthuriennes, la même vision du monde. Mais concrètement, au niveau peut-être plus organisationnel ou collectif ou communautaire même, qu'est-ce qui pourrait être tenté à notre époque qui n'a pas été fait ou qui a été fait mais mal pour justement arriver à sortir de l'impasse politique actuelle? Je crois que pour sortir de l'impasse politique actuelle, il faut retrouver le sens de la durée, retrouver le sens de la continuité et retrouver la mémoire. Le premier acte, c'est la mémoire. Si nous perdons notre mémoire, si on nous impose une mémoire étrangère à la place de la mémoire européenne, si on nous impose une histoire étrangère à la place de l'histoire européenne, on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut se réapproprier notre histoire, se réapproprier notre mémoire. Je crois que c'est l'essentiel. Encore une fois, je reprends cette phrase parce que je la crois essentielle. Si l'esprit se souvient, le peuple se maintient. Le soir de la mort sacrificielle de Dominique Vénère, une manifestation spontanée eut lieu à Paris, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, devant la statue du preux Charlemagne, empereur d'Occident, petit-fils de Charles Martel et oncle de Roland, comte des Marches. C'est ainsi le fil de la mémoire européenne qui était retissé. Nous ne sommes pas ici dans l'ordre de la politique, mais dans l'ordre de la mystique. Dominique Vénère n'a pas donné sa vie pour des idées, mais pour une communauté historique. Donc la priorité, c'est donc spirituelle et métaphysique presque pour vous? La priorité, effectivement, elle est civilisationnelle, elle est culturelle, elle est historique, elle est mémorielle. Mais mémorielle au sens de notre mémoire, pas de mémoire qu'on veut nous imposer et qui ne nous concerne guère. Et pourtant, ces deux journées en sont la preuve ici. S'il n'y a pas de travail militant ou de travail politique, les choses, même les choses spirituelles, n'arrivent pas à s'agréger. Oui, il faut que les gens se retrouvent pour que les bonnes idées se diffusent et ensuite se répandent sur l'ensemble de la société. Vous avez évoqué dans votre intervention l'idée d'un institut de la longue mémoire. Oui. Concrètement, quelle forme cela prendrait selon vous ou, Écoutez, ça prendra, je pense qu'il faut aider les Européens à se réapproprier précisément leur longue mémoire qu'ils peuvent trouver à travers la littérature, mais qui peuvent aussi trouver à travers les œuvres d'art, à travers les lieux sacrés qu'on peut se réapproprier, qui peuvent trouver aussi à travers les films,
il y a des films qui traduisent, qui expriment au fond la mémoire, la civilisation européenne. Et donc il faut aider les Européens à se réapproprier leur mémoire à travers tout ce qui existe, qui est très riche. Il y a une foule de trésors artistiques, de trésors même cinématographiques, et de trésors littéraires. Et il faut en faciliter l'accès, parce que l'accès à ces trésors a tendance à être fermé par l'éducation, l'éducation dite nationale, par les télévisions, et donc il faut se réapproprier ce qu'au fond on veut nous cacher. La mémoire européenne, telle était l'autre préoccupation majeure de Dominique Vénère, la crainte du grand vide, la crainte du grand effacement, l'oubli par les Européens de leur longue mémoire et de leur tradition. Dominique Vénère estimait en effet qu'à côté du christianisme, religion universelle que nous partageons avec d'autres peuples, les Européens devaient renouer avec leur mémoire propre, ce qu'on a longtemps appelé les humanités et qui ont aujourd'hui disparu. Notre histoire, notre culture, piffée des programmes scolaires dans toutes les nations européennes. Notre histoire, notre culture, gommée des programmes de télévision. Notre histoire, notre culture, oblitérée des fictions et des films. Et partout des médias, ces troupes d'occupation mentale qui cherchent à nous imposer une mémoire étrangère, une histoire étrangère, des images étrangères. Certains vous ferez la critique que ce n'est pas ça qui va arrêter justement les flux d'immigrants, mais des lois, et donc à ce moment-là, de la politique. Oui, absolument. Ce qui va arrêter le flux d'immigrants, ce n'est pas des lois, parce que des lois, il y en a, c'est une rupture radicale avec l'idéologie dominante, avec l'idéologie des droits de l'homme, avec l'interprétation qui en est donnée par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une rupture radicale qui peut arrêter le flux des migrants. Ce n'est pas une petite alternance politique à la marge qui ne change rien, c'est un changement radical. Mais pour opérer ce changement radical, encore faut-il en avoir conscience de sa nécessité, et donc refuser à la fois le grand remplacement démographique et aussi le grand remplacement civilisationnel qu'on nous propose. Dominique Vénère, Homère, fut l'expression grecque d'une conception commune à tous les Européens, qu'ils soient de souche latine, celte, slave ou germanique. D'où l'importance de redécouvrir Homère et de se réapproprier les humanités classiques, de redécouvrir aussi le De Virus Illustribus, l'Énéide, le cycle arthurien ou les chants des Nibelungen, de retrouver enfin nos contes et nos fables si porteurs de sens. Ces patrimoines s'entrecroisent et se complètent. Par-delà nos frontières et la barrière de nos langues, ils sont ce qui unit les Européens. Toujours sur ce terrain politique, vous avez fait vous-même partie du Front National, oui. Vous avez théorisé à une époque l'idée justement de préférence nationale. Oui. Comment voyez-vous le Front National aujourd'hui? Est-ce qu'il fait partie de la solution ou bien est-ce qu'il fait partie du problème en étant juste un mouvement politique ou bien est-ce que... Non, je crois qu'il fait quand même partie de la solution parce que sur le terrain de l'expression électorale, c'est ce qui permet d'apporter une contestation, une critique du système. Alors on peut toujours la trouver imparfaite. Le terrain électoral ne résume pas le combat politique ne résume pas l'ensemble du combat culturel et civilisationnel, mais c'en est un élément. Et à partir du moment où on s'exprime sur ce terrain-là, eh bien, c'est quand même une manière de donner un coup de pied au système. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible à l'avenir de connecter plus justement ces milieux, enfin c'est un petit peu ces
ces cercles de réflexion auxquels vous appelez, ou ces cercles culturels avec des gens qui sont plus dans la politique politicienne, ou bien est-ce que c'est même déjà le cas, ou bien est-ce que... Je crois, si vous voulez, que fondamentalement, les idées, ça circule. Et ça circule de manière virale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une idée apporte quelque chose à un groupe, à quelqu'un, elle circule, elle se développe. Et cette propagation virale des idées est évidemment aujourd'hui encore plus rapide grâce aux moyens, aux nouvelles technologies. Et par conséquent, à partir du moment où l'idée qu'il faut retrouver notre culture, notre civilisation est émise et se développe, elle peut se répandre extrêmement rapidement. La civilisation européenne, celle qui lui a permis de dominer le monde, fut, dit-on, l'invention de l'individu, mais à condition de préciser de l'individualité enracinée. La crise de la conscience aujourd'hui s'explique par la perte du sens. Ce sens, nous ne le retrouverons que par un retour à nos racines. Alors, ici en Italie, à Casapande, on a l'impression de voir la connexion entre finalement le militantisme identitaire et un militantisme anti-impérialiste. Oui. En France, on a l'impression que ces deux choses sont comme disjointes, avec d'un côté des gens qui sont souvent assez justement informés sur les menées impérialistes, et à l'inverse des gens qui se concentrent sur l'islamisation ou la substitution de population. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver en France à cette même connexion des deux choses à un niveau politique ? Je trouve quand même qu'il y a une progression formidable en France du rejet de la logique du capitalisme mondialisé, du rejet de l'empire du bien. On le voit d'ailleurs, les Français ont approuvé massivement la première guerre du Golfe dans les années 90 et ils désapprouvent massivement la volonté d'aller faire la guerre en Syrie. Donc il y a eu une progression quand même de l'opinion. Alors ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui il y a des forces différentes qui contestent le système. Je pense effectivement à ce que vous appelez les forces anti-impérialistes qu'on peut trouver du côté des Soraliens ou d'égalité et réconciliation. Il y a aussi des forces qui concernent le système, qui contestent le système du côté de la manif pour tous. Ce ne sont pas les mêmes, ni sociologiquement, ni culturellement. Il y a aussi des gens qui s'expriment strictement dans le cadre d'une formation politique, par exemple comme le Front National, ce n'est pas non plus les mêmes. Je pense qu'à un moment, une convergence est possible à partir d'un événement et que le jour où cette convergence aura lieu, à ce moment-là, des bouleversements importants sont possibles. En tout cas, le nombre de forces, le poids des forces qui contestent d'une manière ou d'une autre le système dominant, l'idéologie dominante, ces forces progressent. Elles s'expriment de manière différente. Il y a un moment où elles peuvent converger, le jour où elles convergeront, alors des grands changements apparaîtront. La tradition est un murmure des temps anciens. La tradition est la source des énergies fondatrices. Elle est l'origine, et l'origine précède le commencement. La tradition n'est pas le passé, mais au contraire ce qui ne passe pas et qui revient toujours sous des formes différentes. Nous dit Dominique Vénère, théoricien du traditionnisme. Donc vous croyez à une rupture de type révolutionnaire ou je crois qu'il ne peut y avoir de rupture que radicale. Parce que sinon, je veux dire, les petits ajustements ne changent rien. Hein. C'est en cela que la politique, entre guillemets, au sens réformiste du terme, j'ajuste à la marge par un amendement gentillet ce qui se fait, ça ne change rien. Et donc, effectivement, ce qui est nécessaire, c'est une rupture radicale. Dans un texte récent, justement, vous appeliez à une dissidence plus radicale d'une certaine manière, à l'exemple de Solzhenitsyn à son époque, ou quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore cette fibre-là présente chez les Européens de l'Ouest, et notamment chez les Français? Est-ce que quelque chose comme ça peut réapparaître? Si vous voulez,
La limite de l'exercice, c'est que les gens vivent quand même globalement dans un certain confort, ce qui évidemment conduit à des attitudes un petit peu conservatrices. Mais je pense quand même que l'esprit de dissidence est en train de progresser sur un sujet qui n'est pas secondaire mais qui est important. Moi j'ai quand même été très frappé par l'ampleur des manifestations qu'il y a eu à l'occasion du projet de loi Taubira, qui est quand même une atteinte civilisationnelle incontestable. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils pouvaient être dissidents, qu'ils pouvaient contester l'ordre établi sur un sujet donné. Mais c'est une étape parmi d'autres. Et je pense que la contestation du système dominant est en progression en France, oui. Et sans doute dans d'autres pays européens aussi, bien sûr. Est-ce qu'on a eu un autre événement politique important en France aussi, c'est l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Oui. Est-ce que vous pensez que sociologiquement, ces deux aires, on va dire, contestatrices pourraient se rejoindre, ou est-ce que se rejoignent déjà? Bah, si vous voulez, les acteurs de ces deux aires contestatrices sont assez différents. Mais il y a aussi la contestation, alors vous me direz, même le gouvernement pour le moment s'y est rallié, la contestation du gaz de schiste, hein, qui est au fond la défense de notre patrimoine, de nos paysages, face à la volonté d'appropriation technicienne et marchande de l'ensemble du monde. Et donc face à cette volonté de l'appropriation technicienne et marchande de l'ensemble du monde, il peut y avoir vraiment des convergences. Alors c'est vrai que Notre-Dame-des-Landes, c'est une appropriation technicienne et marchande pour construire un aéroport, mais la dénaturation du mariage, c'est aussi la volonté d'une appropriation marchande de la vie. Et donc il y a une contestation du système marchand qui vient de milieux aujourd'hui différents, qui sont parfois hostiles les uns envers les autres, parce qu'ils sont aussi un peu manipulés, mais il y a un moment où il peut y avoir des convergences. Mais ce qui créera les convergences sont les événements. Et ça, difficile de les prévoir. Les parents, donner la vie, mais aussi donner des valeurs. C'est aussi le rôle des mouvements de société, c'est aussi le rôle des mouvements de scoutisme et de jeunesse. Former à l'action, mais aussi construire des personnalités pour l'ensemble de la vie. Ce pourrait être aussi le rôle d'écoles alternatives. Dominique Vénère a pensé influer peut-être sur le cours des événements aussi par son geste. Quelles vont être les retombées de son geste, même à l'avenir, peut-être même à un niveau peut-être plus supérieur, peut-être même spirituel? Si vous voulez, je pense que son geste a été reçu, compris par la partie la plus éclairée, la plus conscientisée, la plus engagée de l'opinion, et que ça germera progressivement. Mais Dominique Vénère, fondamentalement, pensait que l'histoire est le lieu de l'inattendu. Il était absolument convaincu que les peuples européens sortiraient de leur dormition, sans savoir exactement quels seront les facteurs qui sortiront de cette dormition. Lui a voulu contribuer, comme il l'a dit, à réveiller les consciences assoupies, et je crois qu'il a contribué à réveiller les consciences assoupies. Et peut-être dernière question sur, sur l'idée de la religion finalement. On a vu l'opposition au mariage pour tous, c'était souvent une opposition catholique. Oui. Dominique Vénère, lui, se revendiquait de mémoire européenne qui est d'avant le catholicisme. Oui. Comment pensez-vous que l'on doit se situer par rapport à ça, en tant que militant européen? Écoutez, chacun se situe un petit peu comme il entend. Je pense que la position de Dominique Vénère est que le catholicisme est une religion universelle, qui a donc vocation à s'étendre à l'ensemble du monde, et qu'à côté de cette religion, il était nécessaire d'avoir une mémoire identitaire propre aux Européens, ce qui a d'ailleurs été, je serais tenté de dire, le système classique, où on avait à la fois un enseignement catholique et l'enseignement des humanités gréco-latines. Et donc, au fond, ce qu'il nous faut retrouver,
c'est les humanités gréco-latines, qu'on peut d'ailleurs étendre à notre héritage celtique, qui mérite aussi de participer à cet ensemble. Et donc, en fond, ce dont nous souffrons, c'est pas d'un excès d'héritage, c'est un oubli de l'héritage. Et donc, l'une des choses qu'il faut retrouver, c'est cet héritage européen, cet héritage grec, cet héritage romain, cet héritage celte aussi. Donc tout ce qui est européen est nôtre. Oui, tout ce qui est européen est nôtre, absolument.